Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission de vie parce que c'est toujours important quand on est dans sa mission de vie. Il y a un moment donné où on vit de sa mission de vie. C'est tellement agréable de pouvoir gagner de l'argent avec ce que l'on a au fond de nous-mêmes et qu'on va exprimer. Alors aussi, on est un entrepreneur libre. Et c'est pour ça que on devient forcément, avec notre mission de vie, on devient un entrepreneur libre. Et c'est pour ça que j'ai voulu interviewer aujourd'hui Sébastien Knight. Alors, Sébastien Knight, qui est le marketeur français, qui se définit comme ça, mais aussi qui a monté le mouvement des entrepreneurs libres. Et vraiment, moi, ça me plaît, cette notion et la façon dont il parle du marketing et de l'entrepreneuriat. Alors, pour moi, Sébastien, tu es vraiment le roi du marketing parce que moi qui étais dans les entreprises classiques, qui a connu le marketing, mais vraiment, on va dire, manipulatoire, parfois un peu menteur, j'aime beaucoup la façon dont tu vas parler du marketing et du marketing bienveillant, du marketing éthique, du marketing qui va aider à ce qu'on impacte le monde. Alors, je sais, donc moi, quand je t'ai découvert, c'était dans ma boîte mail. Et ensuite, j'étais très attirée par la machine à vendre parce que justement, je voulais être libre. Et moi, la machine à vendre, j'ai envie de l'appeler la machine à liberté, en fait, parce que c'est ce qui donne la liberté. Et c'est comme ça que je t'ai découvert et que je t'ai découvert à travers tes vidéos et en même temps ta façon de penser qui est vraiment très ouverte. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et je pense que quand on est dans sa mission de vie, euh, quand on est dans sa mission de vie, on a vraiment envie de partager ce qui est au fond de nous-mêmes. Et donc, obligatoirement, à un moment donné, on devient un entrepreneur libre. Alors, c'est pour ça que je voulais que tu nous en parles de l'entrepreneur libre. Mais avant ça, je voulais te demander, est-ce que toi, tu vis ta mission de vie déjà? Oui, je vis ma mission de vie. En fait, notre entreprise, alors je prends mon cas, mais aussi celui des entrepreneurs que j'accompagne à travers mes formations, euh, quand on crée son activité, c'est souvent pour être son propre patron et avoir la liberté. Pour certains, c'est pour générer ses propres revenus, mais pour tout le monde, c'est pour vivre notre mission de vie. C'est-à-dire, ça serait tellement dommage en fait que de prendre le contrôle de son destin en décidant de créer sa propre activité et de le faire simplement en suivant un effet de mode ou en suivant l'argent, en se disant ben voilà ce qui se vend en ce moment. Et justement, dans mon livre Profession entrepreneur libre, je consacre en fait un chapitre entier sur le sujet de quand on est en train de choisir son idée de ce qu'on veut vendre, sur l'importance de ne pas suivre l'effet de mode, de ne jamais se poser la question, de commencer par la question qu'est-ce qui se vend maintenant? Parce que c'est quand on fait ça qu'on risque de se retrouver, il y a quelques années, en fait, au moment où j'ai commencé à écrire le livre, le produit qui se vendait, tous les médias disaient c'est un succès phénoménal. C'était les petits hand spinners, tu sais, les gadgets qui étaient partout dans les cours de récré, qui ont fait tourner autour du doigt. Et donc, les médias titraient, voilà, ça c'est, il a tué le yo-yo, ce jouet va se vendre, comme si ça a changé les enfants. Et donc, à partir de maintenant, c'est le produit qui se vend. Et il y a plein de gens qui se sont lancés en disant, mais en fait, je vais faire importer de Chine plein de containers de ce jouet en plastique et c'est ça mon entreprise, c'est ça qui se vend. Le problème, c'est que le temps que le container arrive de Chine, la mode était passée et maintenant, les personnes se retrouvent avec sur les bras plusieurs tonnes de plastique qui ne sert à rien, ils n'arrivent pas à le vendre et ils ne sont pas passionnés par le hand spinner. Donc, pour moi, c'est super important. Tu le disais tout à l'heure, mon concept de marketing, et c'est marque déposée, c'est le marketing bienveillant. C'est-à-dire que je considère que si on quitte à vendre quelque chose, eh bien, il faut vendre quelque chose dans lequel on croit, qui améliore la vie de nos clients,
qui améliore le monde autour de nous. Et toutes nos décisions d'entreprise, quand on est entrepreneur, visent à vivre notre mission de vie et être en alignement avec notre mission de vie. Donc, en fait, ce que je vois, c'est donc tu l'as trouvé, ta mission de vie, hein, tu la vis pleinement. Et donc, toi, Ma mission de comment… vie, ma mission de vie alors j'ai écrit l'énoncé en anglais parce que donc j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs conversations avec Tony Robbins et d'aller plein de fois à ces événements. Et c'est là que j'ai créé ma mission de vie. Donc, je l'ai écrite en anglais. Et donc, je vais essayer de la traduire de vive voix, parce que ça me vient plus spontanément en anglais, parce que les exercices, je les ai fait en anglais. Mais c'était to playfully challenge others, to play full out and live up to their full potential. Ce que je fais à travers mon entreprise, le mouvement des entrepreneurs libres, mais c'est ce que je faisais aussi avant, au travers du coaching amoureux pour les célibataires. J'étais un des premiers à amener ça en France. Et c'est ce que je faisais aussi avec mon école de danse latine. C'est toujours cette même mission de vie, si tu veux, qui est de pousser les gens à se dépasser, mais ne pas le faire comme le coach qui est sur le dos avec la cravache, mais le faire plutôt sur un ton qui permet aux gens de ne pas se prendre trop au sérieux. Et donc, du coup, de s'autoriser en fait à avoir leur propre grain de folie et de s'autoriser à être libre et à ne pas suivre les ornières du chemin tout tracé. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui à travers le mouvement des entrepreneurs. Ce que je vois aussi, c'est que il y a une valeur qui est très importante pour toi et qui est la liberté. La liberté, ça va avec la mission de vie pour créer ce qui est en nous. C'est ma valeur numéro 1 et ça se traduit, on va dire, sur le plan professionnel, mais pas que. C'est-à-dire, dans mon livre, j'explique qu'il y a 8 qualités qui font un bon entrepreneur. Et la première qualité, c'est la liberté de penser, comme dans la chanson. Et la liberté de penser, en fait, c'est savoir reconnaître et refuser le conformisme. Aujourd'hui, on a la chance de vivre dans une société prospère, européenne, mais il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder qui sont dans d'autres pays. La culture francophone a un inconvénient, c'est que c'est une culture, la culture française, et qui ensuite a émané sur tous les autres pays francophones, c'est une culture qui est très, très, très conformiste. Et où, en fait, on nous met dans un moule. Et on nous dit, bon ben voilà, il faut que tu ailles faire des études, il faut que tu fasses des études, si possible, études scientifiques. Il faut que tu fasses, si possible, des études supérieures, c'est un gros pourcentage de la population. Et il faut que tu obtiennes un travail. En France, c'est le CDI, c'est le sacro-saint CDI. Et il faut ensuite que tu t'assieds à un bureau et que tu fasses ce qu'on te dit et que tu ne fasses pas trop de vagues. Voilà. Et donc, en fait, quand je parle de liberté, alors certes, il y a la notion de liberté financière, il y a la notion de liberté de temps. Par exemple, moi, j'ai choisi de ne travailler qu'un jour par semaine sur mon entreprise, c'est le jeudi. Il y a la notion de liberté de choisir avec qui on veut travailler, choisir ses clients. Toutes ces notions-là sont présentes dans la notion de liberté d'entrepreneur libre. Mais la liberté numéro 1, c'est la liberté de tracer notre propre voie. Trouver notre propre solution aux problèmes qu'on rencontre, d'aider nos clients avec une solution dans laquelle nous croyons et pas juste parce que tout le monde fait ça, peut-être que je devrais être obligé. Non, choisir ce qu'on fait, choisir avec qui on veut travailler, choisir combien on va leur facturer si on est entrepreneur, c'est aussi l'intérêt, et vivre en accord avec toutes les décisions que nous avons prises. Oui, j'avais vu une phrase qui disait « Si tu n'as pas ta place dans ce monde, crée-la ». Oui, je suis tout à fait en accord avec cette phrase. Quand je faisais mes études, je suis tombé sur une phrase qui était formulée différemment et c'était dans un jeu, il y a un jeu de cartes qui se joue beaucoup dans les classes prépa qui s'appelle Magic the Gathering, c'est un jeu de rôle. Et j'étais tombé sur une carte qui, juste avant de la jouer, en fait, je n'osais pas la poser tellement ça m'a marqué ce que ça disait. Cette carte, j'ai oublié le nom du personnage, mais je crois que c'est le rebelle ou le révolutionnaire. Et la carte avait un texte qui disait ceux qui ne sont pas nés pour suivre sont condamnés à mener. Oui, c'est ça.
Ça, c'est très bien dit, hein. Et donc là, on devient des créateurs et des créateurs aussi de notre vie, de nos pensées et de nos choix de vie aussi, hein. C'est sûr. Et d'ailleurs, voilà, j'ai ton livre et il y a une phrase que j'ai relevée qui va à la fin. J'adore ce que tu dis à la fin et qui dit nous avons essayé pendant un temps de jouer le jeu du système, mais nous ne sommes pas enchaînés à un métier ou une voie toute tracée. Donc, on crée sa voie. Alors, justement, ça me fait penser à souvent des personnes choisissent leur mission de vie, ils vont dans ce sens-là, et à un moment donné, ils se retrouvent face à l'entrepreneuriat. Et alors, le mot entrepreneur, c'est quelque chose qui peut les faire flipper. Alors, que tu dises entrepreneur libre, le mot libre, ça va, tu vois, mais le mot entrepreneur, voilà, il y a vraiment comme des schémas par rapport à ce mot-là. Comment tu peux nous le rendre libre? Enlever, Voilà, enlever les stigmates de c'est plusieurs ça, siècles c'est ça. de pensée anti-entrepreneuriat. Alors déjà, le mot entrepreneur, c'est un mot à la base français. C'est un philosophe français qui a créé ce mot. Et sa définition, pour la simplifier, c'est qu'en fait, l'entrepreneur, c'est celui qui prend des ressources existantes et qui s'en sert pour créer des nouvelles ressources. Et Mm, ça, toute personne qui veut apporter de la valeur, qui veut que le monde soit meilleur du fait qu'elle ait vécu, toute personne qui a cette valeur de vouloir apporter au monde, eh bien, dans cette définition, est entrepreneur. Nous sommes entrepreneurs parce qu'on utilise notre créativité, on utilise notre liberté de penser pour en fait créer des choses qui n'existent pas, de la valeur qui parfois est tangible sous la forme d'un produit, d'un service, d'une invention, d'un service à la personne, et qui parfois est intangible sous la forme d'une conversation, d'un coaching, d'un entretien, et, et qui est plus immatériel, mais la valeur, elle est là pour la personne qui l'a reçue. Pour moi, c'est ça la définition d'être entrepreneur. mm, Pour beaucoup de personnes, par contre, la définition d'entrepreneur, c'est le chef d'entreprise à l'ancienne, celui qui doit absolument, pour réussir, écraser un concurrent, fouler aux pieds un salarié et qui lui-même va finir par mourir d'un infarctus à l'âge de 45 ou 50 ans parce qu'il aura vécu une vie tellement stressante pour lui à force de stresser les autres que mm, de toute façon, il ne fera pas long feu. Ça, c'est, on va dire, on a un héritage culturel là-dessus mm, qu'il faut vaincre parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout à ça que ressemblent les entrepreneurs. mm. Et après avoir accompagné près de 20 000 clients entrepreneurs à travers le mouvement des entrepreneurs libres, eh bien, ce que je vois, c'est que ces personnes, ces entrepreneurs, ce sont des mères célibataires qui ont vécu un burn-out au travail, donc un épuisement professionnel, et qui ont décidé, OK, non, si je veux pouvoir m'occuper sainement de mes enfants, je dois leur montrer un rapport sain au travail, et je vais le faire en faisant selon mes propres règles. Ce sont des retraités qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas compter sur le système de la fameuse retraite par répartition et qu'ils doivent gagner leurs propres sous. Et donc, tant qu'à faire, vu leur âge, il faut faire quelque chose qui leur plaît parce que sinon, ce n'est pas possible de retourner sous le joug d'un patron. Ce sont des jeunes à qui on a dit pendant toutes leurs années collège, années lycée, mais toi, tu n'arriveras à rien, qui ont eu que des professeurs comme ça avec du jugement, qui essaient de leur fermer des portes et qui se rendent compte la seule moyen d'avoir des portes ouvertes, c'est de les ouvrir par moi-même. En fait, et ce sont des personnes qui se sentaient bien dans leur job, mais se rendent compte qu'ils sont dans une situation qui est confortable, mais qui ne les fait pas vibrer, qui est ce qu'un de mes clients appelle avoir des pantoufles au ciment, des pantoufles en ciment, c'est-à-dire certes, c'est confortable, mais on ne va pas nager longtemps avec. On est en train de s'enfoncer et il est temps de s'en débarrasser pour nager en étant plus léger. Donc, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est savoir s'affranchir de ce poids qu'on nous a imposé. Pour certains, c'est nos parents. Pour d'autres, c'est notre patron. Pour d'autres, c'est notre environnement professionnel, géographique, économique. S'affranchir de ça, retrouver une certaine légèreté, se dire en fait qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qui correspond à mes valeurs
et comment est-ce que je peux en vivre en continuant d'être en accord avec mes valeurs, avoir un impact positif autour de moi. Donc aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, quand on veut être entrepreneur libre, il y a une notion de liberté qui remplace une notion qu'il y avait avant, qui était une notion d'amour propre. Moi, je Mm, considère que mm. être entrepreneur libre, c'est pas pour en jeter, c'est pas pour plaire aux autres, c'est pas. Au contraire, c'est maintenant qu'on a cette liberté, la vivre pleinement nous-mêmes, ça fait de nous une inspiration, paradoxalement, parce qu'on n'est pas, parce qu'on s'inquiète pas du regard des autres, ça nous rend inspirant. Ouais. Et donc, sans vivre notre vie dirigée par notre amour propre, être obligé d'avoir la maison en banlieue, avec le chien, la Renault Espace, etc., pour en imposer aux collègues qui ont tous la maison en banlieue avec la Renault Espace, il est temps de faire autre chose. Mm, mm. Super. D'ailleurs, je reprends toujours le chapitre 89 que j'aime beaucoup et où tu dis, Le manifeste des entrepreneurs libres. donc tu dis, nous sommes un groupe d'illuminés, de créatifs, d'enthousiastes qui avons la folie de vouloir être libres et de faire rayonner notre optimisme autour de nous. Voilà, c'est là tout de suite on se réconcilie avec ce mot-là et là tout de suite on se sent mieux. Et tu vois, quand j'ai rédigé ce chapitre, ma femme m'a dit, mais oui, mais pourquoi tu dis nous sommes des illuminés, nous avons la folie de créer quelque chose de nouveau, pourquoi utiliser ces termes? Et en fait, j'ai choisi ces termes volontairement parce que il faut oser le revendiquer. Du point de vue des gens qui nous regardent de l'extérieur et qui n'ont pas encore fait eux-mêmes cette démarche, ça semble fou de se dire je vais lancer mon entreprise. Je citais tous les exemples que je donnais tout à l'heure, la jeune mère célibataire qui a fait un épuisement professionnel, etc. Ce sont des exemples justement que je raconte dans Profession Entrepreneur Libre, où je raconte des histoires vraies d'entrepreneurs en plus de donner les outils pratiques. Et dans l'exemple de Jeanne, donc cette femme mère célibataire, tous ses proches lui disaient, écoute, tu as un bon poste, tu travailles à la Commission européenne, tu as un travail à durée indéterminée, tu as la sécurité de l'emploi, même si tu détestes ton job et qu'il n'a pas de sens, continue parce que c'est une bonne situation. Et en fait, pour moi, ce message-là, il est plein de bonnes intentions, mais c'est un piège terrible qui enferme énormément de personnes. Ça ne vaut pas la peine d'être malheureux dans un poste simplement parce que c'est une bonne situation et que notre famille nous dit ah, tu as de la chance, moi, je n'ai pas un job comme ça, je suis intérimaire. Et alors, il vaudrait mieux être intérimaire et être heureux que d'être tous les jours dans un bureau avec la grisaille derrière et se dire mais en fait, je ne suis pas à ma place. Donc, pour moi, se dire être entrepreneur libre, ça passe par cette démarche, comme tu disais, d'abord de trouver notre mission de vie, qui est exprimée dans le livre avec une méthodologie que je donne pour pouvoir trouver quel est le projet qui nous fait vibrer, et ensuite exprimer nos projets à travers cette mission et de les rendre rentables, parce que le but, c'est pas non plus de dire, bah tiens, alors voilà. voilà, je vais faire quelque chose dont personne n'a envie, que personne n'a envie d'acheter, tout le monde en a besoin d'après moi, mais personne n'en a envie. Il faut savoir aussi être en accord avec ce dont les gens ont besoin, exprimer notre mission de vie au travers du prisme de ce que les gens sont capables d'entendre et ont besoin d'entendre pour pouvoir s'engager sur l'achat de nos produits ou l'achat de nos services. C'est ce que j'appelle le marketing bienveillant. C'est le fait d'éduquer pour vendre. Mais c'est possible de le faire. Pour toute personne, c'est possible de le faire. Il n'y a pas d'âge où c'est trop tard. Être une femme n'est pas un handicap. Être d'origine maghrébine, antillaise, étrangère n'est pas un handicap. Ou l'inverse. On n'est pas trop jeune, on n'est pas trop vieux. À un moment donné, et quand on a la flamme à l'intérieur de nous, l'important, c'est d'oser la laisser s'exprimer. Donc, il y a ceux qui ont trouvé leur mission de vie et qui vibrent avec des choses, qui ont une expertise à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein. Mais justement, ils ne se sentent pas entrepreneurs. Ou du moins, tu vois, en plus, tu as parlé de rentabilité, parce qu'il y a un moment donné, il faut voir aussi cette réalité-là
de rentabilité. Donc, comment entre la rentabilité et la mission de vie qui te fait vibrer, comment tu arrives à joindre ces choses-là pour que ce soit en paix et viable? Alors, comment est-ce que tu vas coordonner les deux? Déjà, il y a une grosse distance entre mission de vie et expertise. Ah, La mission de vie, on la découvre, mais l'expertise, on l'acquiert. Et tu mhm, vois, quand j'ai suivi mon premier cours de marketing en février 2008, donc je me suis inscrit le 2 février, mon premier cours de marketing, je n'y connaissais rien du tout. Eh bien, j'ai su, alors que mon entreprise, j'avais des cours de ça, tu vois, j'ai su, quand j'ai pris ce premier cours de marketing, tiens, je viens de découvrir quelque chose dont je pensais que c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Ça me faisait peur, le mot marketing, mais j'en avais besoin pour que mon entreprise fonctionne. Donc, je me suis inscrit, j'ai acheté une formation, j'ai investi toutes mes dernières économies. Il me restait 3 mois de loyer. C'est exactement combien coûtait ma formation. Euh, mais en fait, quand j'investis là-dedans et que j'ai commencé à suivre les cours, je me suis rendu compte, en fait, cette discipline, c'est comprendre les gens, mieux communiquer, apporter de la valeur. Je trouve ça génial. Un jour, j'aimerais faire ça. Je me suis dit ça en 2008. Mais mm, j'avais aucune compétence. J'étais en train de suivre le cours d'introduction du premier cours que je suivais. Tu vois, j'étais pas du tout marketeur. mm. Mais je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que bah, si un jour j'arrive à le maîtriser, j'aimerais le partager. Donc, entre mission et expertise, pour moi, il y a des étapes à franchir. Expertise, ça s'acquiert, on va le chercher, on se dit, OK, j'aime le Oui, tressage de panier en osier, je ne suis pas expert, je vais aller voir les meilleurs tresseurs de panier en osier et ils vont m'apprendre des choses qui vont me faire rêver. Je dis cet exemple, ça peut sembler drôle, mais j'ai échangé par exemple par mail avec Brent Black, qui est un des vendeurs de chapeaux Panama haut de gamme. ouais. C'est-à-dire qu'ils vendent des chapeaux Panama tressés à la main. Ça peut prendre jusqu'à 8 mois pour Mhm. tresser un chapeau. Et ils les vendent donc, le chapeau se vend entre 3 500 euros et le chapeau le plus cher du monde, c'est eux qui le font, et peut-être à 10 000 euros. Pourquoi? Parce que ça a nécessité le travail de toute une équipe de tresseurs traditionnels chiliens Mm. qui ont travaillé dessus. C'est une œuvre d'art, si tu veux. On n'est plus dans un objet. Parce que les gens qui vont nous Ouais. écouter vont se dire, ça peut sembler complètement absurde ou extravagant qu'un Mhm. chapeau puisse coûter 3 500 euros. Mais en fait, il faut se rendre compte que c'est quelqu'un qui était un passionné, qui s'est rendu compte, en fait, il y a cet art qui est en train de se perdre. Aujourd'hui, on fabrique des chapeaux avec des machines. Il y a des gens qui ont passé leur vie à apprendre à faire ça. C'est un art qui se transmet de père en fils et qui s'est rendu compte, en fait, dans ces villages-là, il y a des personnes, si on leur permettait de vivre de leur art en étant bien payés de leur art, Mm. contrairement à ce qui se faisait avant, eh bien, même si on a pris collectivement 4 mois, 6 mois, 8 mois pour travailler ensemble sur un truc, pour faire c'est chercher en fait à créer quelque chose d'unique, d'excellent, et qu'on Ouais. choisisse de le faire en faisant des chapeaux ou en Mm. faisant des gâteaux de Mm. mariage ou en faisant de la couture, eh bien, cette recherche d'excellence, il y aura quelqu'un qui va dire, mais je reconnais que ça a de la valeur. Mm. Je veux l'avoir comme souvenir, comme cadeau à offrir qui soit exceptionnel. Et c'est pas plus ridicule que quelqu'un dise, mais je veux offrir à mon père en cadeau de retraite un chapeau, on s'est tous cotisés parce qu'il adore les chapeaux Panama et on a une histoire à raconter là-dessus, que de dire bah, j'offre à ma femme une bague avec un diamant qui a été taillé. Enfin, je veux dire, c'est pas Oui, du tout plus ridicule, ou même ça a peut-être plus de oui, sens. oui, oui. Mm. Mm. Donc, voilà, entre expertise Bien. entre mission et expertise, il y a du chemin Voilà. à faire. Ouais. Et entre expertise et le fait que ça puisse nous Devenir. permettre d'en vivre, eh bien, ça nécessite justement d'aller au contact de nos clients potentiels et d'oser poser les questions pour savoir en fait, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs besoins, quel est leur langage et quel est leur budget. Et ces 4 questions constituent le cœur de ce que j'appelle une étude de marché express, Mm. c'est-à-dire apprendre à connaître notre clientèle, parce qu'on va se rendre compte, ben, en fait, moi j'ai toujours pensé, je vais te donner un exemple tout bête que j'ai vécu. Euh,
il y a eu une époque à mes tout débuts, donc on est en 2006-2007, où je me suis dit, mais en fait, moi, j'étais passionné par ce que j'avais appris en développement personnel. Euh, je parlais de Tony Robbins, je suis allé sur ses séminaires, j'ai eu la chance d'être coaché en direct par lui et par d'autres mentors. Et en fait, à une époque, je me suis dit, pourquoi pas, j'aimerais en fait pouvoir apporter ça à d'autres personnes et être coach en développement personnel. Il se trouve que coach en développement personnel, c'est un des métiers les plus difficiles c'est un des métiers les plus difficiles sur lesquels communiquer parce que personne ne veut vraiment du coaching en développement personnel. Mm. Quand on est coach en développement personnel, c'est un peu comme si on disait aux gens, en fait, je peux résoudre tous vos problèmes. Oui, Je peux faire revenir l'âme sœur, vous aider à trouver votre job, faire repousser les cheveux, faire que vos enfants ne finissent pas en prison parce qu'ils ont une bonne éducation, faire redémarrer votre voiture. Je peux tout faire. Qu'est-ce que vous voulez? Et quand on oui, dit aux gens, je peux tout comme le généraliste. Mm. faire, exactement, quand les gens nous disent, quand on dit aux gens, je peux tout faire, et ils nous disent, ah oui, mais c'est dommage parce que moi, ce que je veux, c'est très spécifique et peut-être que tu ne peux pas me. Donc, je me suis rendu compte, mais ça, c'était mon cas. C'est différent pour les autres coachs qui font la même démarche. Je me suis rendu compte que dans mon cas, quand je demandais aux personnes de mon entourage ou à des clients potentiels, je leur demandais qu'est-ce que vous voulez vraiment, eh bien, ces personnes me disaient en fait, je m'adresse à toi parce que je sais que tu es, Sébastien, un ancien timide, que tu as vaincu ta timidité pour apprendre à oser sortir de ta bulle, faire des rencontres et trouver l'âme sœur. J'ai rencontré ma femme parce que j'ai vaincu ma timidité, sinon je serais encore célibataire à 15 ans plus tard. Mm. Et cette personne-là me disait, je voudrais faire de même. Est-ce que je peux te payer un resto? Est-ce que je peux te payer un verre? Et on en discute et tu me donnes des conseils. Et je me suis rendu compte, si les gens sont prêts à me payer un resto, peut-être que c'est parce que justement, ils sont prêts à investir pour avoir des conseils qui m'ont permis, à moi, de franchir ma timidité. Et c'est comme ça que je suis devenu coach en séduction. Et en fait, je lui ai révélé un secret. Il ne faut pas le dire trop fort, mais le coaching en séduction, en fait, c'est du coaching en développement personnel. Ouais. Pour, ben oui, il n'y a pas de technique de drague magique à part Mhm. devenir une personne meilleure, plus confiante, plus heureuse, plus rayonnante. C'est ça la technique de drague magique. Donc en fait, c'est juste trouver les bons mots pour pouvoir proposer le produit, le service que les gens veulent déjà. Mhm. Et pour d'autres personnes, c'est différent. Par exemple, toi, tu accompagnes les personnes à trouver leur mission de vie. En fait, il y a une énorme composante de développement personnel pour le fait de trouver sa mission de vie. Tu vois, mais ce n'est pas la même chose que de dire je suis généraliste, je peux tout faire, je suis coach en développement personnel. Donc pour moi, cette phase-là est extrêmement importante. Si on veut pouvoir vivre de notre mission de vie, vivre de notre expertise, il faut d'abord réussir à la traduire Ouais. dans le langage qu'utilise notre prospect, notre interlocuteur, interlocutrice au quotidien et lui parler de ses problèmes au quotidien avant de lui parler de notre solution. Si je fais de la sophrologie, en fait, les gens ne m'achètent pas de la sophrologie. Ils m'achètent pour certains, voilà, mon travail est extrêmement pénible, j'ai des douleurs, comment est-ce que je peux avoir un soulagement? Alors que d'autres m'achètent, mais en fait, en ce moment, je suis beaucoup trop tendu, trop stressé. Du coup, ça ressort dans mon interaction avec mes enfants. Je ne veux pas donner à mes enfants une enfance où leur mère est tout le temps tendue et stressée et irascible. Et ce n'est pas du tout la même personne, je ne lui parle pas de la même façon. Même si derrière ma prestation de sophrologie, elle n'a pas forcément changé, mais la façon dont j'en parle pour rentrer dans la réalité des personnes, leur montrer qu'on peut les aider et pour les accompagner est différente. Mhm. Oui, donc en fait, toi, tu vois, c'est ça qui est intéressant avec ta pensée libre, c'est que tu inverses en général les choses, hein. Et donc souvent, les gens, ils ont leur valeur, ils ont leur métier, et ensuite, ils vont Oui, chercher le client, ils vont chercher les personnes adaptées. Toi, tu vas faire l'inverse, tu vas aller voir les problèmes et aller voir quels sont les besoins, et à ce moment-là, comment moi, du besoin, je vais rentrer en connexion avec ça, avec moi, ce que je porte. Donc, tu prends le alors, chemin. avec la brique mission d'abord, donc c'est-à-dire, je vais déterminer, dans Profession entrepreneuriale, je donne une méthode que j'appelle le cadran de la motivation. C'est-à-dire, ce sont des questions par rapport à mon vécu, moi qui suis en train de réfléchir à mon projet,
qui vont me permettre de déterminer où est mon feu sacré. Ta valeur. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai reçu comme opportunité? J'appelle ça le cadeau inespéré que j'aimerais partager. Qu'est-ce que j'ai vécu comme difficulté que j'ai traversée? J'appelle ça le moment désespéré. Qu'est-ce que j'ai comme passion que j'aimerais partager? Ça vient de l'intérieur. J'appelle ça le plaisir intempéré. Et qu'est-ce que j'ai comme colère ou rébellion face à ce qui se fait et j'aimerais qu'on fasse différemment? J'appelle ça le rebelle exaspéré. Ces 4 points forment un cadran de motivation qui me permet de déterminer, en fait, moi, qu'est-ce qui me pousse, qui me titille, qui m'aiguillonne au quotidien et j'aimerais travailler là-dedans. Ça me permet de trouver déjà mon secteur ou la transformation que je veux apporter. Et à ce moment-là, je vais interagir avec les personnes pour déterminer de quoi elles ont besoin. Et donc, à travers ce filtre de ce dont les gens ont besoin, ça permet de clarifier ce que moi j'apporte. Mais je ne suis pas d'abord parti de qu'est-ce que les gens achètent aujourd'hui? Ah, ils achètent des spinners, donc je vais vendre ça. Non, non. Mais peut-être, pour reprendre cet exemple, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est leur business, peut-être que quand j'ai fait mon cadran de motivation, j'ai découvert que moi, ce qui me fascine et me passionne, c'est l'apprentissage par le jeu, le fait que les enfants se développent par le jeu. Maintenant, quand j'interagis avec les futurs clients potentiels, qui sont les parents, donc, parce que ce n'est pas les enfants qui vont acheter le produit, les mœurs évoluent, mais en général, c'est quand même les parents qui font les cours. Donc, j'interagis avec les parents et peut-être que parmi ces personnes à qui je vais répondre, si j'ai une majorité de personnes qui me disent, mais en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que les modes d'apprentissage classiques à l'école, j'ai l'impression que mon enfant n'adhère pas et que ça ne fonctionne pas, donc j'ai besoin d'apporter quelque chose de plus, d'alternatif, eh bien moi, ça va m'aider à me dire, mais tiens, peut-être que je peux offrir des ateliers ou je peux offrir du produit. Un de mes amis et clients, John Gallagher, par exemple, il s'est rendu compte que son audience voulait apprendre, partager avec leurs enfants leur passion pour l'herbalisme, c'est-à-dire le fait de créer ses propres médicaments en utilisant les herbes qu'on cultive dans notre jardin, des herbes aromatiques, la médecine traditionnelle, on va dire. Et donc, en fait, qu'ils voulaient transmettre ça à leurs enfants, l'apprendre par le jeu. Donc, en fait, il a créé un jeu de plateau. Et c'est devenu ça son produit. Donc, j'utilise ce fil pour trouver, en fait, quelle est la chose concrète que je vais vendre en tant que de produit ou de service qui, est déjà désiré par les personnes. Donc, en termes marketing, il y a un marché, voilà. Et qui, deux, me permet d'accomplir ma mission. Et donc là, à ce moment-là, tu as trouvé ta mission de vie et tu es un entrepreneur libre. Et là, les deux se coordonnent. Au début, tu n'es pas un entrepreneur libre instantanément. Au début, tu peux être libre parce que tu viens de te mettre à ton compte. Tu es entrepreneur parce que tu viens de démarrer. Ensuite, pour être entrepreneur libre, eh bien, il faut persévérer, c'est-à-dire il faut continuer à rester en alignement en fait, avec les choix qu'on a fait au début. Très important. C'est pour ça que pour moi, c'est important. Un des exercices que je donne dans le livre, c'est de décrire en fait notre vie libre qu'on veut atteindre. Et une fois qu'on l'a décrite, en fait, ça nous permet de relire régulièrement, de s'assurer qu'on reste en alignement avec ça et qu'on ne se laisse pas dévier par l'amour-propre ou les commentaires des autres qui nous disent non, mais ça, c'est pas assez professionnel, il faut que tu arrêtes de le faire, alors que c'est ça qui nous fait vibrer. Tu devrais plutôt faire du consulting aux entreprises alors que ça ne nous intéresse pas. Et de notre côté, ne pas tomber non plus dans le piège de l'amour-propre qui est en fait, si vous avez défini au départ, je veux que mon entreprise me rapporte tant et me permette de passer un maximum de journées avec mes enfants, ne pas tomber dans le piège de ah ouais, mais je pourrais encore augmenter mon chiffre d'affaires de 50% si je travaillais le samedi parce que j'aurais plus de clients à la boutique le samedi et du coup, je ne vois plus mes enfants. Voilà. C'était l'objectif de départ. C'est ça. Et là, hop, on sort et on devient un entrepreneur classique. Exactement, il ne faut pas tomber dans ce piège. Oui, tout à fait. Donc, du coup, si des gens viennent me voir et qui me disent, ben voilà, j'ai fait la formation, je deviens claire sur ma mission et je veux en vivre et tout ça, alors, quelles sont les raisons pour ces personnes qu'elles ont d'acheter ton livre?
et de le lire. Alors, la bonne raison que je vais donner, la raison numéro une, c'est que dans le livre, je donne à la fois les outils concrets pour gagner sa liberté en se mettant à son compte. Comment est-ce qu'on va déterminer le projet? Où est-ce qu'on va trouver les gens qui vont répondre à notre étude de marché express pour nous donner les réponses? Comment est-ce qu'on va convaincre ces personnes d'acheter sans se sentir en mode, sans passer en mode vendeur, mais en restant naturel et en restant nous-mêmes? Comment est-ce qu'on va apprendre à faire une offre irrésistible qui soit en alignement avec nos valeurs? Donc, je donne tous les outils, mais ce qui fait que ce livre est unique dans le rayon entreprise à la FNAC ou dans votre librairie locale, eh bien, c'est que la plupart des autres livres pour entrepreneurs, ils sont écrits pour des gens qui savent déjà, ben, je veux entreprendre, j'ai besoin d'apprendre à faire un business plan. Donc, c'est des manuels scolaires sur le business plan, un manuel scolaire sur comment faire de la pub sur Facebook ou qu'en sais-je. Et je ne voulais pas écrire un manuel scolaire de plus. Je voulais donner les outils concrets et en même temps apporter l'inspiration, mais de l'inspiration de personnes réelles. Parce qu'un autre type de livre d'affaires qu'on trouve, c'est, ben voilà, vous allez trouver la biographie de tel entrepreneur multimilliardaire américain. Oui, Voilà. c'est ça. De ce qui... Mais ça ne nous parle pas. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est au travers du livre, on suit 9 entrepreneurs, des personnes comme vous et moi, qui se sont lancés. Donc, soit en étant, entre guillemets, trop jeunes pour entreprendre. Donc, on a le jeune qui se lance à 16 ans et qui veut devenir coach de vie. Et donc, il a droit, évidemment, aux commentaires du genre « Attends 40 ans et reviens plus tard ». La banque ne lui fait pas confiance. Comment est-ce qu'il fait pour lancer son activité? La mère célibataire qui se lance toute seule avec tous les doutes de ben voilà, est-ce que je vais avoir le temps pour mes enfants? Est-ce qu'être une femme, c'est pas un handicap? Le presque retraité de 59 ans qui veut lancer une entreprise sur Internet. Et donc, il doit apprendre tout un ensemble de compétences. Le jeune tête brûlée qui est à deux doigts de se retrouver en prison parce qu'il a eu toutes les mauvaises fréquentations et qui veut vivre sa propre vie en étant dans le droit chemin. Et même Daniel, qui avait enchaîné des années de chômage et de petits jobs, et à qui un jour on propose un job de balayeur de rue, et à qui sa femme dit écoute, c'est même pas la peine que tu y ailles pour prendre ce job parce que je pense même pas que tu sois assez bon pour garder ce job. Et là, il se rend compte que vraiment, il a touché le fond. Si sa femme n'a même pas confiance en lui pour être balayeur de rue, il est temps de rebondir. Et comment est-ce qu'il se reconstruit? Il crée son projet, il le monte et il finit par lancer une entreprise à succès d'import-export et qui en plus apporte énormément de valeur parce que ça permet à des milliers de personnes de se nourrir au Rwanda parce qu'il amène des produits agricoles là-bas, permet à des paysans de vivre aussi. Et donc, en fait, dans le livre, il y a ce mélange qui est unique dans ce rayon entreprise de voir des exemples réels de personnes comme vous et moi et voir ce qu'ils ont fait, voir les décisions qu'ils ont prises, connaître les astuces, éviter les erreurs et avoir les outils pratiques. Donc, en fait, on gagne énormément de temps en lisant ton livre parce que, ben voilà, comme tu dis, il y a les erreurs qu'on ne fait pas et on va directement au but. Alors, il y a une Exact. phrase… Ça permet aussi aux proches de nous comprendre si vous laissez le livre traîner ou que vous dites à votre conjoint ou aux parents si vous êtes jeune, ben voilà, écoute, lis un peu ce livre, feuillette un peu, tu me comprendras mieux parce que le livre, en fait, il est porté par cette idée d'exprimer la flamme qu'il y a en nous, d'avoir que j'appelle le feu sacré, qui correspond donc à notre… Le feu sacré, je dirais, c'est la combinaison de la mission de vie et de la motivation justement à la mettre en application dans un projet, en l'occurrence un projet Oui, entrepreneurial. ouais, parce qu'il faut les deux. Et donc, voilà, ça permet aussi, si vous avez le livre, là, faites feuilleter par les proches, ne serait-ce que le manifeste que tu as cité tout à l'heure, chapitre 89, ça permet en fait ça leur permet aussi de mieux vous comprendre et mieux vous soutenir. Alors, à la fin du livre, tout à la fin, tu dis devenir son propre patron, c'est le seul moyen de devenir libre et de vivre la vie de nos rêves. Donc, avec ça, là, on a tout, là. C'est ça, c'est le fil conducteur et le message central de ce livre.
Alors voilà, donc vraiment, moi, je vous dis surtout achetez ce livre hein, parce que si vous voulez vivre de votre mission de vie, eh bien là, vous aurez un certain nombre d'informations qui vont vous faire gagner du temps et en plus, vous allez gagner de l'argent parce que ça, c'est aussi le nerf de la guerre dans la mesure où, grâce à ça, l'argent, c'est aussi pour pouvoir avoir toutes les possibilités pour vivre de ses rêves. Donc, vraiment, soyez des entrepreneurs libres vivant de votre mission de vie. Voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter, Sébastien? Merci beaucoup, Tina. Donc, le livre est dans toutes les librairies, vous pourrez le trouver sans difficulté. Et parmi les bonus qui sont faits avec le livre et auxquels les personnes qui nous ont entendus ont accès gratuitement, il y a un atelier que je fais une fois par an qui s'appelle 15 jours pour entreprendre, 15 jours pour entreprendre.com et qui est entièrement gratuit pour accompagner dans l'exécution, le lancement de ce projet et découvrir aussi cette notion de marketing bienveillant parce que pour moi, c'est en apportant ça que petit à petit, les conceptions vont changer. On arrive sur un monde beaucoup plus positif. Quand on pratique ce marketing bienveillant, en fait, on apporte de la valeur, même aux gens qui ne nous achèteront pas un produit ou n'achèteront pas un service. Et donc, non seulement ça nous permet de vivre de notre mission de vie parce qu'on a des clients qui achètent ce que nous, on a à vendre, mais en plus, ce marketing bienveillant nous permet de rayonner cette mission de vie encore à un niveau largement supérieur au nombre de personnes qui nous ont littéralement acheté un produit ou service. Donc, pour moi, c'est une approche qui est indispensable pour être en alignement, en accord avec nos valeurs et les vivre au quotidien. Voilà, et en plus d'impacter le monde. Et si on veut justement le transformer, soyons ce que l'on est profondément et rayonnons-le. Et bien, en tous les cas, merci Sébastien. Et puis, vraiment, voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne et surtout, partagez la vidéo. Voilà. À Merci à toi, Tina. bientôt. Ouais.